Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cet entretien avec le ministre d'État à la présidence, M. Mohamed Bazoum, également président du PNDES Taria. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'actualité brûlante au Niger, en tout cas depuis quelques semaines, c'est la question du fichier électoral, question autour de laquelle il y a eu une petite mésentente au niveau du CNEF, mais finalement, la CENI qui demande l'audit de l'OIF. Comment vous réagissez au niveau de la majorité? Écoutez, si pendant que nous étions dans la phase de l'élaboration du fichier, nous avions refusé un tel audit parce que nous étions sûrs que le fichier était fait dans des conditions les meilleures possibles, d'une part, et que d'autre part, il y avait un risque que nous ne soyons pas conformes aux délais que nous nous sommes prescrits et qui procèdent parfois de contraintes légales et même constitutionnelles. À partir du moment où nous avons honoré l'engagement que nous avons pris de remettre le fichier à la CENI 2 mois avant la date des élections fixée pour le 21 février 2016, nous étions quittes avec nous-mêmes. La CENI vient de décider qu'elle requiert l'expertise de l'OIF. C'est un organe administratif autonome. Il a charge pour eux au niveau de la CENI d'être sûr de pouvoir en même temps faire cet audit et d'éditer les cartes à temps, les distribuer à temps. Pour cela, il va de mon point de vue leur falloir accroître leur capacité d'édition des cartes parce que les délais seront un peu contractés et mettre en place le dispositif de leur distribution à temps. Donc nous n'avons absolument aucun inconvénient. Nous ne voyons aucun inconvénient à ce que la CENI a eu à faire pourvu qu'elle prenne les mesures de garantie qui fassent en sorte que dans les délais de 2 mois qui restent, nous soyons en mesure de tenir les élections. Il y aura un grand avantage à ce que va faire la CENI de cette façon-là, c'est qu'au moins les opposants n'auront plus le prétexte de dire que le fichier n'est pas bien fait lorsqu'il aura été expertisé et quand seront expurgés éventuellement les quelques scories qui peuvent y demeurer après l'expertise qui a été acceptée et conduite par des cabinets locaux. Alors, autre actualité vous concernant, depuis quelque temps, en tout cas, on fait état d'un entretien que vous auriez accordé à un journaliste français et qui serait passé en ligne sur Jeune Afrique et qui a même suscité des réactions, en tout cas de certains syndicats et même d'hommes politiques. Comment vous réagissez à ça? Oui, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de porter à la connaissance de mes compatriotes ce qu'ils doivent savoir sur cette histoire d'interview. Vers le 10 novembre, pendant que j'étais encore ici à Niamey, un de mes collaborateurs m'a dit qu'il y a un journaliste de Jeune Afrique qui souhaiterait me rencontrer. J'en avais accepté le principe, mais que matériellement, jusqu'à mon voyage sur le Maroc puis en France, je n'ai pas été en mesure d'avoir le temps pour lui accorder l'entretien qu'il demandait. J'ai voyagé au Maroc, j'étais en France, j'étais arrivé exactement le 15. J'ai oublié qu'il y avait un journaliste qui avait sollicité un entretien avec moi quand encore il m'a relancé. Moi, je le croyais même au Niger pour me dire qu'il souhaite toujours avoir cet entretien. J'avoue qu'il avait beaucoup insisté lorsque nous étions au Niger. Ils étaient passablement gênés de n'avoir pas pu lui accorder cet entretien. À Paris, je n'avais pas encore malheureusement le temps de le recevoir et j'en fus très gêné. Donc, mais il a continué inlassablement à insister pour que je le reçoive. Le dernier jour, à l'occasion de mon ultime rendez-vous qui ne m'a pas pris le temps que j'ai prévoyé, je me suis rendu compte que j'étais disponible et comme de juste, il avait encore réitéré son besoin de me rencontrer. Je lui ai donné rendez-vous à mon hôtel. Nous étions restés, lui et moi, pendant 1 heure à peu près dans mon hôtel à discuter à bâton rompu. Il avait un calepin sur lequel il prenait note. Il ne m'a jamais dit qu'il s'agit d'une interview que nous avions à faire. Moi, j'ai l'habitude de recevoir à chaque fois que je suis en France des journalistes. J'en reçois particulièrement de 2 journaux, Le Figaro et Le Monde, qui sont les 2 plus grands journaux de France. Et je reçois aussi assez régulièrement des journalistes de Jeune Afrique qui n'étaient pas lui. Mais je n'ai jamais fait pratiquement d'interview à aucun de ces journaux-là. Nous discutons à bâton rompu sur des questions qui les intéressent et sur lesquelles ils pensent que moi j'ai un point de vue avisé. Ils prennent note et ils exploitent l'entretien que j'ai eu. Il leur arrive de me citer comme il leur arrive de ne pas me citer. Ils ne me citent pas le plus souvent.
Nous avons eu un entretien sur beaucoup de choses, sur Boko Haram, sur le Mali, sur la Libye, sur le Niger, sur la COP 21, etc. Et puis nous nous sommes séparés. Je suis rentré, et puis la semaine de mon retour, c'était vers le 20 et quelques novembre, quelqu'un me fait un message pour me dire « Félicitations, j'ai vu votre interview dans Jeune Afrique ». Moi, je n'ai rien compris. Puis un autre m'a fait un mail pour me dire qu'il a lu mon interview. J'ai dit à mes collaborateurs, écoutez, c'est quoi cette interview? Achetez-nous le Jeune Afrique pour voir. C'est quoi cette interview? Est-ce que ce ne serait pas l'interview que j'ai accordée à Christophe Boisbouvier sur RFI, sachant que Boisbouvier intervient aussi dans Jeune Afrique? Ils m'ont dit non, ça n'existe pas dans le journal papier de Jeune Afrique. C'est alors que nous avons compris que c'était dans le journal en ligne. Nous l'avons regardé et nous avons découvert que c'était signé par le journaliste que moi j'ai rencontré. Mais j'étais totalement scandalisé, outré par le contenu de cette soi-disant interview. Elle était d'une grossièreté et d'une indécence absolument inacceptable et j'ai cherché son numéro, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais depuis quand moi je t'ai accordé une interview et pourquoi tu me fais dire des choses que je ne t'ai jamais dites? Il me dit, non, c'est sur la base de l'entretien que nous avons eu. Je lui ai dit, monsieur, vous êtes un journaliste, vous savez comment se fait le protocole d'une interview. Lorsque vous devez faire une interview, vous amenez un appareil, vous enregistrez, vous prévenez la personne qu'il s'agit d'une interview et vous lui posez une série de questions auxquelles il répond les unes après les autres. Mais vous et moi, nous avons eu un entretien à bâton rompu et nous avons fait le tour du monde. Comment vous pouvez sélectionner à l'intérieur des choses et puis vous faites des questions qui n'ont rien à voir avec celles que vous m'avez posées et vous me faites dire, puisqu'il avait juste pris note mais qu'il n'avait pas enregistré, des choses que je n'ai jamais eu à dire et que je ne peux assumer. Je lui ai dit, monsieur, vous avez été malveillant, vous m'avez porté un énorme préjudice parce que ce qui est contenu dans cette interview ne me ressemble pas et je ne l'assume pas et je porte plainte contre vous. J'ai appelé sa direction aussi pour leur dire ce qu'il m'a fait et il a cherché un arrangement. Il m'a dit, comme c'est en ligne, monsieur le ministre, nous pouvons réparer ça. C'est quoi qui ne vous plaît pas dans ce que moi j'ai rapporté? Je lui ai dit, mais c'est le principe que j'accorde une interview à vous que je n'accepte pas parce que je n'étais pas parti pour vous donner une interview. Mais comme vous m'avez fait du tort, nous allons essayer de rattraper et on va voir qu'est-ce que nous pouvons arranger dedans. Et les phrases, aucune presque des phrases n'étaient de moi-même, les phrases qui ne me posaient pas problème, ce n'était pas mon style tout simplement. Il était auteur de ces questions et de ces réponses. Et de ces réponses sur la base de notes qu'il a prises. Donc nous avons essayé de corriger toutes les choses qui m'étaient inacceptables. Nous les avons transformées et j'ai fait publier pour que les citoyens comprennent ce que moi je peux assumer parce qu'à mon corps défendant, malheureusement, je dois assumer une partie de cette interview. Et c'est ça que nous avons fait passer. Évidemment, mes adversaires, eux, ils ne peuvent pas rater cette occasion et ils se sont saisis de la première mouture des textes qui étaient en ligne et non de la dernière que moi j'assume. Je voudrais leur dire que moi, ils me connaissent depuis 25 ans au moins comme quelqu'un qui, lorsqu'il a une opinion, il l'assume. Et tout le monde sait qu'il n'y a personne d'ailleurs qui aurait pu dire ce que moi j'ai dit. Il faut être stupide totalement pour faire des aveux de ce genre-là. Si j'avais dit des choses, et lorsque je les dis, je les assume. Lorsque je ne les ai pas dites, je ne les assume pas tout simplement. Évidemment, je sais que ça m'a fait beaucoup mal, surtout lorsqu'il s'agit d'attaques contre des personnes. Je vais revenir sur le cas de Cissé. J'ai été totalement désolé par ce qu'a dit ce journaliste à propos de Cissé et qu'il m'a attribué. Sur l'ensemble, la tonalité du papier, son caractère totalement grossier, c'est quelque chose que je récuse, qui ne me ressemble pas. Je voudrais vraiment rassurer tous ceux qui ont confiance en moi et qui pensent que je n'aurais pas dû dire ces choses-là. Je leur dis que je ne les ai jamais dites. C'est au demeurant des questions qui m'ont été posées. Depuis le congrès du PNDS d'investiture du président Issoufou, j'ai fait pas moins de 4 interviews sur le même thème et tout le monde se souvient des réponses que j'ai eu à donner. Pourquoi aurais-je à changer lorsque je suis en France en face de quelqu'un qui connaît encore moins bien que les journalistes nigériens la réalité de notre pays? Alors, monsieur le ministre, ce journaliste français de Jeune Afrique vous a fait porter ces propos que vous n'assumez pas
Et par la suite, il y a eu des réactions, surtout la réaction du SAMAN, le syndicat des magistrats. Comment réagissez-vous à cela? Il y a eu des réactions. Il y a eu la réaction la plus virulente, la plus injurieuse, la plus insultante et la plus politicienne, qui est celle du syndicat des magistrats. Vous savez, la réaction a été outrée et beaucoup de nos camarades pensent que c'est pour des motivations politiques. Mais moi, puisqu'ils m'ont interpellé, je vais aussi leur répondre, vraiment. Et j'ai dit à mes camarades que moi, je fais crédit au bureau du SAMAN quant à sa bonne foi. Je lui fais crédit quant à sa probité morale et intellectuelle. Je lui fais crédit même quant à sa neutralité politique, en dépit du caractère très politicien de leurs déclarations, son caractère outré, excessif. Je leur fais crédit de tout ça. Le problème du bureau de SAMAN est d'ordre purement psychologique. Je vais vous dire, puisqu'ils ont dit que je suis un psychanalyste, eh bien, ils m'ont imposé d'aller au tréfonds de ma mémoire et de ramener en surface quelques souvenirs de mes lectures de Friedrich Nietzsche lorsque j'étais étudiant de philosophie et enseignant de philosophie par la suite. Et à propos du surhomme, Friedrich Nietzsche, qui est un philosophe du 19e siècle, dit qu'il y a deux volontés de puissance à propos du surhomme. Il y a la volonté de puissance active et il y a la volonté de puissance réactive. Et il dit que la volonté de puissance réactive, c'est la volonté de puissance des faibles. Et je veux vous dire pourquoi. Pendant longtemps, nous étions dans l'opposition et un de nos thèmes de combat, nous, c'est de dire que la justice est corrompue, que la justice est sous ordre. Ce que fait l'opposition actuellement. Mais ça ne nous a jamais valu la moindre réaction du bureau du SAMAN. Mais maintenant, le moindre propos de notre part et de certains spécialement d'entre nous, et en l'occurrence le ministre de l'Intérieur Massoudou et moi, nous vaut une volée de bois vert très rude de la part du bureau du SAMAN. Récemment encore, M. Hamamadou, en France, disait qu'il ne fait pas confiance à la justice nigérienne, mais qu'il fait plutôt confiance à la justice française. Ils n'ont pas réagi. Nos camarades pensent que c'est parce qu'ils sont des mèches avec l'opposition qu'ils ne réagissent pas. Lorsque l'opposition dit de ces choses, je leur explique non. C'est parce que tout simplement, les membres du bureau du SAMAN croient qu'il n'y a pas de raison qu'ils perdent leur temps à s'acharner contre quelqu'un qui est faible. Et c'est ça la volonté de puissance réactive. Il y a une espèce de jouissance de leur part, beaucoup de délectation, et c'est ça qui explique la radicalité de leurs propos, à s'attaquer à quelqu'un qu'ils pensent être puissant. Et cette irrévérence, elle est bien prise en charge par les psychologues. Ils disent que lorsque quelqu'un est irrévérencieux, c'est en général les adolescents qui sont irrévérencieux, c'est qu'il y a une fascination de sa part quant à l'objet de son irrévérence. Et il a l'impression, symboliquement, d'affaiblir l'objet de son irrévérence et de transférer à lui la puissance dont il le crédite. Et de la sorte, il se sent fort et viril. Aujourd'hui, le bureau du SAMAN, s'il s'en prend à M. Hamamadou, il ne fait pas preuve de virilité. S'il s'en prenait à nous lorsqu'on était dans l'opposition, il ne fait pas preuve de virilité et il n'y a aucune jouissance et aucun plaisir qu'il retire de s'en prendre à quelqu'un qui est faible. Mais lorsqu'ils s'en prennent à ce qu'ils considèrent être les hommes forts du régime, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur à moi, ils font preuve de virilité et ils se sentent très heureux de nous insulter. Ils ont dit que je suis indigne d'être ministre et d'être là où je suis, que je ne suis pas digne de respect. Je vous ai parlé de leur irrévérence. Donc ils sont irrespectueux et parce que je ne suis pas digne de respect. Ils ont dit que je suis là à la faveur d'un hasard de l'histoire. Et ce que je récuse chez eux, c'est cette espèce de métonymie par laquelle ils veulent, eux, le bureau, quelques individus, membres du bureau du SAMAN, se faire passer pour la justice et même la justice éternelle. En plus de me dire que, de toute façon, ce que vous avez dit est attentatoire à la justice, ils me promettent que, quel que soit le jour, eux, ils vont faire en sorte que je sois déféré devant la justice. Et si ce n'est pas ici, sur Terre, ça va être certainement dans l'au-delà. Vous voyez la posture qui est la leur. Je voudrais leur dire qu'ils sont le bureau
d'un syndicat, tout simplement. Et les syndicats, ce sont les trade unions qui sont nés en Angleterre au 19e siècle dans le contexte des luttes des ouvriers pour la défense de leurs droits matériels. Puis au 19e siècle et en particulier au 20e siècle, les syndicats sont devenus un acteur aussi du combat démocratique. Et la vocation d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Et par conséquent, il a deux armes, un syndicat, soit la parole, évidemment, dans un cadre démocratique, elle doit être marquée au coin du respect, de la courtoisie, hein, du partenaire, qui en l'occurrence est un homme politique, n'est même pas leur adversaire, hein, parce que quand ils parlent, on a l'impression qu'ils sont devenus des hommes politiques. Ou recourir à la grève. Recourir à la grève, c'est tout ce qu'ils ont comme faculté. Mais parce qu'ils sont magistrats, ils ont l'impression qu'ils sont un hyper-procureur et que, par conséquent, ils peuvent insulter, ils peuvent dire leur mépris des personnes et leur promettre de les châtier. Et ils ont leurs bras armés, que sont les procureurs, à qui ils demandent de les poursuivre, comme si les fonctionnaires de police à qui la loi a reconnu le droit d'être syndiqués pouvaient, parce qu'ils sont armés et que c'est eux qui arrêtent pour amener au commissariat, peuvent, parce qu'ils sont dans un syndicat, arrêter des citoyens dont les propos ne leur ont pas plu pour les amener et les interpeller. Vous savez, ils s'attaquent aussi au gouverneur de Zender. Vous savez pourquoi? Ce qui s'est passé à Zender est tout simplement scandaleux. Il y a eu un juge qui est venu au service régional des mines. Il a garé son véhicule de façon à partiellement obstruer le passage au niveau du portail de ce service. Un agent du service est venu pour entrer dans le service. Il a constaté que le portail était partiellement obstrué. Il a klaxonné. La personne qui était au volant de la voiture se refusait à s'exécuter. Il a essayé de passer délicatement. Il a malheureusement frôlé le véhicule en question. Cette personne se trouve être un magistrat. Elle descend de son véhicule, elle appelle la police, elle le fait enfermer à la prison civile de Zender. Un autre agent du même service filme la scène de l'obstruction du passage par le véhicule du magistrat. Le magistrat s'en rend compte. Il arrête la personne en question, il la conduit directement en prison civile de Zender. Face à ce scandale qui a ému toute la population, le gouverneur de Zender était obligé nuitamment de les faire libérer parce que ces personnes-là, sur leur lieu de service, venir se faire agresser par quelqu'un simplement parce qu'il est magistrat, c'est pour le moins de l'abus du pouvoir. Vous voyez, c'est ça qui lui vaut la volée du bois vert de leur déclaration de l'époque et la persécution qui se poursuit aujourd'hui encore. Quant au ministre Massoudou, il a eu une seule fois à dire qu'un jugement rendu par un juge est suspect. Ça suffit aussi pour qu'il déclenche l'ire du bureau du syndicat des magistrats et il le menace également de châtiment. En vérité, le bureau du syndicat des magistrats pense qu'il peut interdire la liberté d'expression. Il pense que lorsque les juges sont organisés en syndicat, ils ont le pouvoir de tout faire contre les personnes auxquelles ils s'opposent. Ils se trompent totalement. Ce n'est pas ça le syndicalisme. Ils n'ont pas ce pouvoir-là et je trouve que ce qu'ils font est totalement puéril. Et nous, les adultes, vous savez, les puérilités, nous considérons que c'est l'affaire des citoyens. Même nous avons pu être irrévérencieux quand nous étions jeunes, quand nous étions au lycée. Mais avec l'âge, nous avons commencé à être responsables et nous évitons d'être ridicules parce que c'est totalement dérisoire. Les effets des manches, hein, tout ce qu'ils ont dit là, ça sera suivi par quel effet? Ce sera suivi par quel effet? C'est ce qu'ils doivent se dire. Si les magistrats pensent que c'est ça, le syndicalisme, grand bien leur en face, qu'ils continuent comme ça. Mais il faut qu'ils sachent que moi, ils m'amusent quand je les vois faire ces effets de manche, tout simplement. Je voudrais aussi dire aux membres du bureau du Saman que je ne considère pas que tous les magistrats se retrouvent dans les propos haineux et injurieux qu'ils ont eus à mon égard. Je voudrais leur dire que je compte des amis qui sont des promotionnaires du lycée de Zender
et des promotionnaires de l'université de Dakar, qui sont de grands magistrats aujourd'hui, eux, je suis sûr, ont de la considération et de l'égard pour moi. Je compte de nombreux élèves dont j'ai assuré la formation avec beaucoup de compétences et qui me doivent beaucoup dans leur carrière, aujourd'hui encore de magistrats. Ceux-là ont beaucoup de la considération et de l'égard pour moi. Je compte aussi d'autres connaissances plus jeunes, des jeunes qui m'appellent certains grands frères, d'autres tontons, pour qui j'ai beaucoup d'affection, pour qui j'ai beaucoup de la considération et qui en ont également pour moi. Et je compte aussi beaucoup de sympathisants de notre parti, des citoyens, magistrats, libres, et qui savent que moi, je ne suis pas aussi vil que le prétend le bureau du Saman, et je ne suis pas aussi haïssable qu'il le prétend. Donc, moi, je le dis à mes militants du PNDS, ne faites pas la confusion entre les magistrats et le bureau du Saman, et même peut-être quelques membres du bureau du Saman. Et les autres réactions, telles que celle du chef de file de l'opposition, celle de Boubacar Amadou Cissé aussi? Boubacar Amadou Cissé était un collègue à nous, avec qui nous sommes restés pratiquement 5 ans dans le gouvernement, et avec qui, moi, j'ai entretenu une relation de parfaite cordialité. C'est un bonhomme qui a quelques tensions avec certains ministres, mais avec moi, on n'en a jamais eu. Nous avons eu un commerce agréable et je me souviens que 2 mois avant son départ, j'étais à son domicile, nous avons discuté de sa candidature et nous sommes convenus qu'il se présente au premier tour de l'élection présidentielle, mais que nous aurons un accord en vue du deuxième tour, lui et moi. C'était le dernier entretien que j'ai eu en tête-à-tête avec lui, mais par la suite aussi, nous avons continué à nous fréquenter partout où nous nous rencontrons, en conseil de cabinet, en conseil des ministres. Nous n'avons jamais eu de problème. Ce qu'a dit ce journaliste à son propos m'a totalement désolé et j'ai été meurtri, je vous assure, parce que moi, je n'ai pas à dire ça contre lui. Je ne l'ai pas dit et je ne le dirai jamais parce que tout simplement, ça ne m'intéresse pas et il n'y a aucune raison que je dise ça. Il faut qu'il le sache. Néanmoins, dans ce propos, j'ai découvert qu'il avait beaucoup de mépris pour moi, qu'il n'avait aucun égard pour moi, alors que j'ai toujours pensé que les sentiments d'estime, en général, sont réciproques. Vous ne pouvez pas ne pas haïr quelqu'un et que lui vous haïsse de cette façon-là. Mais je suis surpris. Au demeurant, je suis surpris par tout ce qu'il a dit sur le gouvernement. Il y a son action à lui, il y a l'action du gouvernement. Tous les autres étaient des minables, des hommes méprisables. Il n'y a que lui qui était le meilleur. À sa place, je ne serais jamais resté dans un gouvernement composé d'hommes que je méprise, comme lui méprisait ses collègues du gouvernement. Et je n'aurais pas attendu que je sois chassé, comme ça a été son cas. Je voudrais lui dire que moi, j'ai répondu à une seule question. Lorsque il a dit que lui, il sera un challenger de Issoufou. Et pourtant, on m'a posé beaucoup de questions à son propos auxquelles j'ai évité de répondre. J'ai dit qu'il avait eu à l'élection de 2011 1,6%. Aux élections de 2016, il sera dans ces eaux-là. Il ne dépassera pas ça. Voilà pourquoi jamais Amadou Boubacar Cissé, je ne me rabaisserai, je ne m'abaisserai pour l'invectiver, pour lui exprimer des sentiments de mépris et de haine. Lui, comme personne, nous n'avons aucun problème. Comme acteur politique, nous ne sommes pas dans la même catégorie. Et il va s'en rendre compte le 22 février, après le premier tour de l'élection présidentielle. Il comprendra pourquoi moi, je ne m'abaisserai pas à son niveau. Et je ne lui ferai pas l'honneur de lui dire que je le méprise ou que je le hais, parce que je n'ai aucune raison de le faire. Et je lui pardonne les insultes qu'il m'a consacrées. Alors, Seyni Oumarou, lui, vous fait porter la provocation du coup d'État de juillet, puisqu'il s'appuie sur le même entretien pour estimer que vous avez qualifié une partie de l'armée d'ethnocentristes ou de régionalistes. Oui, je l'ai écouté et lui également, il m'a fait sourire, sauf qu'il s'est piégé avec le journaliste français. Il a dit que, bon, le coup d'État, c'est normal après tout parce que l'armée a été provoquée par M. Bazoum. D'abord, je lui dis que moi, je n'ai jamais dit cela. En tout cas, il faut se référer au journal Jeune Afrique en ligne de ce jour-là pour le savoir. Mais je voudrais lui faire remarquer que cette interview-là, à supposer même qu'elle soit mienne, elle est passée
vers le mois de novembre, vers le 20 novembre, je crois bien. Alors, est-ce que c'est suffisant pour que des personnes qui s'appellent Nare Medoka, Shekaraou, Idi Nahawa, Salou Suleiman se réunissent, des officiers, pour dire, on dit que dans l'armée il y a de l'ethnocentrisme, Bazoum dit que dans l'armée il y a de l'ethnocentrisme et nous devons descendre ce régime-là. Est-ce que cela a un sens, franchement? Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Il y a dit, mais attention, si vous pensez que l'armée a été provoquée, ce qu'à certains égards, vous comprenez qu'elle intervienne et vous soutenez l'entreprise. Il dit, non, non, je la condamne. C'est une condamnation pour le moins paradoxale. Vous ne pouvez pas en même temps comprendre que des personnes soient en légitimité pour réagir comme ils le font et leur donner le droit de le faire et les condamner, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire si en moins de 15 jours, ces personnes-là se réunissent pour provoquer un coup d'État, c'est qu'elles étaient vraiment en manque de prétexte. Elles étaient en manque d'alibi et qu'il leur fallait en trouver un de toute façon. Mais en l'occurrence, elles n'en ont pas trouvé parce que moi, je n'ai pas tenu ce propos-là et M. Seyni Omar ne peut pas me les attribuer. Lui, il peut vouloir faire de l'amalgame et entraîner une certaine opinion avec lui qui n'a pas besoin d'ailleurs qu'il sorte beaucoup d'arguments, mais ça ne peut pas être le prétexte à un coup d'État, je l'informe. Et d'ailleurs, l'intervention de M. Seyni Omar m'a amené à comprendre le fin mot de cette interview. Ce garçon qui a insisté pendant 2 semaines et qui aurait pu croire que je l'ai méprisé et se fâcher pour me coller la paix, s'il a obstinément fait des pieds et des mains pour que je le reçoive et qu'il me joue ce coup, je me demande maintenant si tout cela n'a pas été fait pour fournir les éléments de langage de nature à justifier un coup d'État. Maintenant, j'ai la nette conviction que cette interview, en tout cas Seyni Omar, me donne l'occasion de le penser. J'ai l'impression que ce journaliste, j'ai vu par la suite ces articles qu'il écrit et j'ai vu quelles sont ses affinités au Niger et j'en suis à me demander si en fait cette interview-là n'a pas été faite pour que justement on produise les éléments de langage de nature à justifier un coup d'État. Voilà. Qu'à cela ne tienne, vous continuez à réunir du monde autour de votre parti. Dernièrement, vous étiez dans la région des Anders. Quel effet ça vous fait de voir toute cette grande mobilisation autour du PNDS? Je voudrais dire à mes adversaires que les élections auront lieu le 21 février 2016, que nous n'avons pas attendu d'autres échéances. La seule échéance qui avait compté pour nous, c'est celle du 21 février. Nous avons travaillé. Moi, j'occupais un poste prestigieux que j'ai laissé pour être ministre sans portefeuille, ce pourquoi m'insulte le syndicat des magistrats. Et j'ai mis à profit ce temps-là pour travailler. Je fais plus de 400 villages. Je reviens des départements de Magaria, d'Engas et Takieta, où nous avons continué à mobiliser nos militants. Et aujourd'hui, nous sommes prêts pour les élections. Nous allons continuer le travail de terrain. Je vais retourner encore sur le terrain, ainsi que d'autres camarades à moi. Et nous allons voir la différence entre eux et nous le 21 février. Cette échéance, ils ne voulaient pas y aller, ils ne veulent pas y aller, ils seront obligés d'y aller. Et ce qui va compter, ce n'est pas les insultes dont ils nous ont abreuvés, ce n'est pas la résistance qu'ils ont faite. Donc, nous abordons ces élections avec beaucoup de confiance et nous sommes d'autant plus heureux aujourd'hui que nous aurons un fichier contre lequel ils n'auront même plus les prétextes qu'ils auraient pu avoir s'il n'y avait eu l'audit de l'OIF. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Bonsoir.